tu as évoqué Giono tout à l'heure. Dans ces forêts de la guerre, il existe actuellement un projet de recherche scientifique sur l'introduction d'espèces d'arbres méridionaux en Lorraine, sur la forêt domaniale de Verdun, née de la guerre, pour suivre d'éventuelles implantations et survie d'espèces méridionales en relation avec le changement climatique. Ça rentre dans ces approches patrimoniales que nous allons voir sur cette conférence de ce soir, qui porte, à laquelle j'ai donné le titre « Valeurs patrimoniales des forêts de la Grande Guerre, et mémoire, histoire et naturalité ». La diapo suivante. Voilà, première réflexion, nous sommes en avril 2016, près de l'étang de Vaux, en forêt de Verdun. Des corps ont été ressortis, 9 soldats, emmêlés les uns dans les autres. C'est la position là, posée sur un drap, c'est le médecin légiste qui va arriver. La forêt de Verdun, 10 000 hectares, est une forêt nécropole, puisqu'on estime aujourd'hui qu'entre 75 000 et 80 000 corps sont encore dans la forêt. On est donc devant une nécropole à ciel ouvert et une nécropole forestière. En bas, à gauche, c'est un groupe que, avec mon épouse Jeanne-Marie, nous avons accompagné sur le champ de bataille. Ce sont des gens venant de Charente-Maritime, 150 personnes, qui venaient se recueillir autant en termes de mémoire, sur la mémoire d'un des leurs, le soldat Elias, qui est enterré dans la nécropole de Fleury-de-Vendôme, que vous en avez en bas sur la droite, et qui a reçu à cette occasion la médaille de Verdun, une médaille née en 1920, mais qui est distribuée encore à ceux qui le demandent, et dont on est sûr de l'affiliation. Forêt de mémoire, forêt d'histoire et forêt nécropole. Cet exemple de Verdun, il n'est pas le seul, ce n'est pas le seul sur ces espaces de la Première Guerre mondiale et sur les forêts, mais il est très symbolique de cette notion complexe de patrimoine forestier. La suivante, donc si je reviens sur cette image de 2010, c'est un pan de mur en forêt, dans la forêt de Verdun. Donc on s'arrête sur l'image et le géographe apporte cette lecture de l'image, mais il apporte aussi, par des analyses comparatives avec d'autres documents, une lecture dans le temps, un chemin de mémoire ou d'histoire, une trajectoire. Alors de là, on peut dire que quelle était la situation de cet espace avant 14. Jusqu'en 14, c'est une terre agricole et des fermes. De 14 à 18, c'est un champ de bataille. De 19 à 29, c'est un terrain en attente d'affectation. Et de 1929 à 2016, c'est une forêt qui est une forêt patrimoine, d'où cette juxtaposition assez brutaliste, si vous voulez, si on se place dans le temps de l'histoire, entre ce pan de mur et ces épicéas. La diapositive suivante, le plan, donc en 4 parties. D'abord quelques approches de flux, puis des arrêts sur image, puis cette réflexion sur les trajectoires, et enfin sur les patrimoines. La diapositive suivante, j'ai pris là... Verdun, mais il n'y aura pas que Verdun, mais ce qu'on appelle l'espace. En Meuse, l'espace touristique Verdun, l'année 2010, avant le centenaire. Et vous voyez l'importance de cette fréquentation sur ces pôles, notez les 197 000 par exemple de l'ossuaire, et sur cet élément central de l'histoire de la commémoration et de la Grande Guerre, qui est l'ensemble nécropole et ossuaire et mémorial. Donc voilà les chiffres de fréquentation qui dénotent là une approche et une réflexion sur le patrimoine. La dia suivante, s'il vous plaît. Inscription dans l'histoire, dans le temps, les rues de Verdun. Vous avez la carte qui nous donne le nombre de mentions des rues de Verdun par département. Et à l'époque de la carte, ça fait une dizaine d'années, seuls 2 départements qui n'avaient sans doute pas bien répondu apparaissent en blanc. Et vous avez donc cette mémoire inscrite et vivement inscrite dans l'espace public national. La dia suivante. Une petite réflexion là, en 2013, de l'appropriation
par la DMPA, la délégation au patrimoine de l'armée de terre, hein, du ministère de la Défense, le tourisme de mémoire et les définitions que la DMPA, le secrétariat général de l'armée, donne parce qu'il permet de mieux comprendre, parce qu'il suscite des flux touristiques. Donc il y a là ces deux dimensions. Et elles sont aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, qu'on le défende ou pas, elles sont consubstantielles aujourd'hui et elles le seront certainement encore plus lorsque nous quitterons les rivages heureux, entre guillemets bien sûr, du centenaire. Avec dessous le logo des rencontres du tourisme de mémoire, qui étaient les assises, l'ATM, la première, en 2009, les assises du tourisme de mémoire, et voilà le logo de ces réunions périodiques. La dia suivante montre, bon ça c'est un petit rappel, puisqu'on est ici dans la Somme, en 2013, l'importance économique et financière du tourisme de mémoire entre juin et septembre, et les montants en tant que valeur de cet apport et l'impact moyen. Alors on comprend bien qu'on peut être amené à tout faire pour qu'un excursionniste avec 8 € de dépenses par jour devienne un touriste à 100, 150 ou 200. C'est une logique, mais derrière cette logique qui peut apparaître brutalement comptable, c'est une logique d'aménagement, c'est une logique d'organisation de l'espace, c'est une logique de construction d'un discours historique, d'un discours culturel et d'un discours patrimonial, puis l'implantation sur le terrain de ce discours qui est essentiel. La diapositive suivante nous montre quand la Grande Guerre identifie le territoire. Le territoire du pays du Coquelicot, dont vous avez ici la commune de Thiepval, et puis quelques petites références prises dans la bibliothèque, à la librairie de Thiepval, nous montre comment autour, j'ai à l'origine pas participé, mais un peu de loin, à cette création de cette communauté de communes d'Albert et de Bracheux, mais quand elle s'est appelée Pays du Coquelicot, ça a tout changé. C'est-à-dire, elle s'est donnée là une identité culturelle et historique à travers, évidemment, en plus, cette fleur qui est le coquelicot. La diapositive suivante nous montre comment la communauté de communes décline la communauté du pays de Coquelicot. L'histoire de la guerre rassemble les enjeux liés au tourisme et à la culture. Voilà. Alors, ça ne peut pas être plus simplement dit. Qu'on s'en accommode ou pas, peu importe, mais on est là devant une approche et une réflexion éminemment importante. Alors, en somme, peut-être plus ou moins que dans la Meuse ou dans d'autres départements, plus, disons, économiquement difficile, mais néanmoins, on est là devant une affirmation, une phrase essentielle. La diapositive suivante, le tourisme de mémoire en Lorraine. Structure, conjoncture, conjecture. Voilà, là, cette sorte de bruit de fond du tourisme que vous avez sur les trois courbes, l'horizontalité des courbes, qui, presque depuis 1925, est toujours stationnaire. C'est un bruit de fond du tourisme de mémoire qui s'est construit petit à petit, qui s'est diversifié. Voilà. Bon, et puis, évidemment, 1914, vous avez la montée en flèche, c'est lié au centenaire. 197 000 sur la première diapo, et vous voyez en 2014, 450 000 visiteurs à l'ossuaire de Douaumont, estimé 450 000 pour l'année 2016-2015, c'est quelque chose de très important, bien sûr, en termes de statistiques. La diapositive suivante, maintenant, après cette approche des flux, qui resitue cette problématique dans une dimension nécessaire, certainement pas suffisante, mais au moins nécessaire, des arrêts sur image pour replacer peut-être le cœur de ce débat. Ici, la photographie, un dessin, Félix Vallotton, 1905, peintre aux armées, le plateau de Bollante, dont la forêt est en cours de destruction. Et en bas, l'image dont il s'est inspiré, puisque c'est un tableau en atelier, l'image dont il s'est inspiré est une photographie aérienne de ce plateau de Bollante. Comparaison entre une œuvre artistique, une restitution, et la photographie aérienne. La diapositive suivante nous amène dans une approche de statique, non pas comparative pour l'instant, mais de statique, entre l'image 1916 et la réalité d'aujourd'hui,
dans la forêt d'Argonne, du plateau de Bolande complètement cicatrisé et dont la forêt s'est réorganisée sur le terrain. La diapositive suivante, la crête de Vimy. Nous sommes au même endroit, avec en 1917 les attaques sur Vimy et sur un paysage totalement détruit et bouleversé, et puis le site aujourd'hui sur la photographie de gauche. Donc tout cela pose évidemment la question de la diapositive suivante. Voilà, bon, de la même façon, ici, photographie dans le livre Le Guide Michelin de la bataille de Verdun, photographie, et puis la même aujourd'hui, donc 1919-2015, une approche de statique. La diapositive suivante, 3 instantanés du fort de Douaumont, 1915, 1918, 2013, et bien sûr, on voit évidemment en analyse géographique les contrastes et les différences. Ce qui nous permet alors d'aborder la question de passer ici des images sous forme de points, 15, 18 et 2013, à la trajectoire qui est l'explication, l'analyse statique comparative qui conduit à la dynamique et à l'explication des processus et des agents qui font passer de l'avant 2015 au 2013 et l'après 2013 par les étapes que sont pour nous l'année de 1918. La diapositive suivante, cette trajectoire se découpe en séquences. Chaque chercheur, chaque opérateur, je dirais pour prendre des termes plus économiques, chaque opérateur peut définir ses propres séquences. Ici, il est évident qu'une séquence intéressante, moi, c'est 1915-1918, et on réduit le champ de la trajectoire pour essayer de comprendre comment on est arrivé à cette situation de 1915, à ce paysage présenté par la photo, et qui nous conduit à 1918. La diapositive, je prends 1915, la photographie de 1915. Vous avez ici un fort qui est installé dans un espace rural. Et on voit très bien cet espace rural. C'est pas la peine de faire beaucoup de discours pour s'apercevoir qu'il y a des champs laniérés qui suivent les courbes de niveau. Ils sont ici, là, quelque part par là, au pied d'un pointeur qui ne fonctionne pas, ici, voilà, les champs, les courbes de niveau, que le fort est installé dans une structure rurale, dans un paysage rural, dans des terroirs, et que là, eh bien, un massif forestier existe, et que ce massif forestier, en plus, est divisé, a été aménagé, un déboisé militaire, et le bois qui est resté, un déboisé qui permet l'alignement, qui permet les vues entre le fort de Vaux et le fort de Douaumont. Et là, le village de Douaumont, qui est là, à droite, et qui est pas loin du fort et qui a donné son nom au fort. Et donc, on peut ainsi, la photo, installer une réflexion en amont de l'année 1915, que je n'aborderai pas ici. Passer de 1914 à 1918, c'est introduire alors, dans les facteurs explicatifs, les transformations de l'espace, les transformations du paysage dans la guerre de position. Et finalement, passer de l'organisation du territoire, comme par exemple cette photographie d'une enclosure flamande en 1914, jusque l'enclosure ou le fantôme de l'enclosure flamande en 1918 par une étape intermédiaire. La destruction de l'enclosure, c'est l'entrée énergétique, l'intrant énergétique dans l'agrosystème, un entrant énergétique qui conduit à une dégradation et à une entropie croissante dans le milieu qui finit par conduire à un environnement très différent. Et l'effet, évidemment, c'est l'entrant énergétique, c'est les bombardements, c'est les dépenses d'énergie mécanique, énergie chimique aussi, énergie thermique également, de cette entrée, et voilà le potentiel et l'effectif, résultat effectif, elles sont connues ces photos, de ce qui entre sur le champ de bataille à une cadence, pour l'instant, disons, à plusieurs, si on prend sur Verdun, mais si on prend aussi sur la zone rouge de Vimy ou de la Somme, à plusieurs obus par mètre carré sur 1 an ou 2 ans. Un obus, c'est déjà le brassage total des matériaux encaissants, un obus moyen, un obus par mètre carré. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais
je pourrais répondre à des questions. La diapositive suivante nous montre que les ruptures dans les systèmes, que ce soit les écosystèmes, les agrosystèmes, les systèmes urbains aussi, entraînent des ruptures fonctionnelles. Et ces ruptures fonctionnelles, ces ruptures des fonctions et des dynamiques à l'intérieur des systèmes, eh bien, conduit à ce que j'ai appelé des milieux, des polémomilieux, hein, avec des polémomilieux, comme la photographie nous le montre ici à l'échelle de 10 mètres, ou à l'échelle d'1 mètre, où alors là, la désorganisation des flux est flagrante, et en particulier dans les zones à substrat marneux ou argileux, dès qu'il pleut, les trous d'obus qui se remplissent d'eau, la boue qui est là, enfin tout ça c'est des choses bien connues. Ce qui est intéressant de voir, c'est la désorganisation de ces flux. La diapositive suivante nous montre que, aujourd'hui, sur le champ de bataille, et c'est la grande différence entre la région de Verdun et certaines forêts de l'Est et nos régions ici picardes ou de l'Artois, hein, c'est que sous la forêt existe, et l'image LIDAR de 2013 nous montre que sous la forêt, une fois la couverture forestière techniquement éliminée, eh bien, ce que les rapporteurs, les témoins ont dit avec cette fameuse expression la terre en peau d'orange, ben, on la voit bien, la terre en peau d'orange là. Et ça, il faut imaginer, il faut voir que c'est actuel, c'est ce qu'il y a sous les arbres actuellement. Hein. Et sous les arbres actuellement, on voit très bien le fort de Souville, on voit très bien les anciennes infrastructures, hein. Mais on est là devant un territoire dont les systèmes fonctionnels de 1914 détruits ont duré, ont perduré, si on peut dire, au moins jusqu'à aujourd'hui, sous la couverture forestière. La diapositive suivante, bon, on peut appliquer cette réflexion à d'autres endroits, comme le bois d'Elleville, hein, le Delville Wood, avec la photographie 1915, le dernier arbre, l'orme, le fameux orme qui est censé avoir résisté, et puis la constitution du parc sud-africain que vous avez là. Donc, entre la comparaison de ces photos, entraîne des réflexions sur les trajectoires, sur les éléments, les façonnements, les personnes, les agents, les acteurs, les processus. La diapositive suivante nous montre là, même si vous le voyez ici, on le voit quand même, le bois d'Ormont. Voici ici un bois en terre agricole, c'est un petit bois à limite de finage de commune qui s'appelle le bois d'Ormont, 1917. Le voici, ce bois d'Ormont, on en voit encore tout à fait la géométrie là, mais au lieu d'être en terre agricole autour, il est dans la forêt, il est noyé dans la forêt de Verdun. Voilà une autre séquence, 1917-2016, et les éléments, bien sûr, d'analyse et de compréhension de la dynamique entre ces deux éléments. J'en mets encore une, Lartmann-Willerkopf, de la même façon, la diapositive suivante, entre la reconstitution, la cicatrisation, et puis la patrimonialisation, nécropole, monument, hein, qui est l'œuvre au XXe siècle. Diapositive suivante, reconstruire. Donc ça c'est la destruction, nous sommes dans la séquence 1914-1918, nous entrons dans l'autre séquence, celle d'aujourd'hui, hein, reconstruire. Alors reconstruire après la guerre, c'est se poser la question quoi, où, quand, qui et comment. Voilà. Et les acteurs sont là, les processus et les structures sont là. La carte est bien connue, hein, la zone rouge de 120 000 hectares, dessinée sur cette carte établie après la guerre, et l'on voit la géométrie, la territorialisation, spatialisation de cette zone rouge. Cette zone rouge, loi du 17 avril 1919 sur l'indemnisation des dommages de guerre, et puis à partir de 1918, pour justement arriver à cette réflexion et cette construction du dommage de guerre, à passer de l'idée à la réalisation, eh bien c'est une série d'enquêtes, de systèmes d'enquête menés par le ministère des Régions libérées, avec l'appui du génie rural et des commissions agricoles cantonales, départementales et cantonales dans les 10 départements du front, qui progressivement mettent en place les structures d'évaluation des dégâts. Évaluation des dégâts qui nous permet, la diapositive suivante, de voir que cette zone rouge de 120 000 hectares eh bien, connaît un destin non pas un destin funeste, si, puisqu'elle disparaît, mais connaît un destin de séparation, de division. Hein, et une loi importante, qui est la loi du 24 avril 1923, crée 3 catégories de terrain dans la zone rouge. Une première catégorie,
c'est des terrains qui, tout en ayant été mis à l'écart, isolés, divisés, séparés, en attente de reconstitution, la fameuse zone rouge 120 000 hectares, sont considérés comme pouvant être rendus à leurs activités d'avant la guerre. Je ne vais pas plus loin parce que ça peut donner lieu à des questions après, hein, mais rendus à leur activité. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui a perdu ses terres et qui sont passées en zone rouge, terre d'attente, espace d'attente, ces terres peuvent être rendues à leur ancienne fonction agricole. Les catégories 2 et 3, des terrains rachetés par l'État, définitivement expropriés, rachetés par l'État, dont la catégorie 2, ces terrains seront reboisés. Rachetés par l'État, c'est-à-dire, alors là ça passe par des systèmes assez complexes mais très intéressants et dont l'histoire n'est pas encore faite, ce sont des ventes aux enchères, hein, dans les années 1927-1928, des ventes aux enchères qui sont très intéressantes hein, sur la reconstitution des terres. Ce qui est intéressant là, et on ne va pas aller plus loin, c'est les explications statistiques, données arithmétiques, qui permettent de comprendre la géographie des champs de bataille aujourd'hui. La surface totale de zone rouge, je prends deux départements, la Meuse et le Pas-de-Calais. Bon, j'aurais pu sortir la Somme, pardonnez-moi, mais j'ai le Pas-de-Calais. 1919, 19 536 hectares en Meuse, 26 000 en Pas-de-Calais. 1927, 16 500 en Meuse, 302 dans le Pas-de-Calais. Bon, ça signifie que dans le Pas-de-Calais, la surface totale de zone rouge a perdu 88% de sa surface. Elle est réduite à 302 hectares. Ce qui signifie très clairement que la cicatrisation des terres par des retours à des activités antérieures et les structures antérieures à la guerre se fait dans le Pas-de-Calais sur 88% de la zone rouge. Alors qu'en Meuse, il ne se fait que sur presque rien, quoi, hein, sur 2%. La première catégorie, 2400 hectares en Meuse, 25 700 dans le Pas-de-Calais, retour aux activités d'avant la guerre, donc en particulier, sauf si on est en milieu urbain ou industriel, retour à l'agriculture. Deuxième catégorie, 15 500, 79% pour la Meuse, 195 pour le Pas-de-Calais. 15 500 hectares sont destinés à être boisés en Meuse, de zone rouge. La troisième catégorie, 1594, 9%, 107, 2%. La troisième catégorie, c'est les terres dévolues non pas au ministère de l'Agriculture pour être boisées, mais au ministère des Beaux-Arts pour être terres de mémoire, construction des mémoriaux, des cimetières, etc. Diapositive suivante, marquée par la petite flèche, qu'est-ce qui se passe? On retrouve les 302 hectares. Quels sont ces 302 hectares dans le Pas-de-Calais? Eh bien, c'est le secteur de Vimy. Et ce secteur de Vimy, qui est partagé entre le parc canadien de Vimy, tout ce qui est aussi le domaine de la mémoire, construite, bâtie, cimetières et autres, et puis une petite forêt domaniale française, la forêt domaniale de Vimy, représente 302 hectares. Alors vous imaginez bien que cette photographie que nous avons vue tout à l'heure, mais il faut la soigner. Hein? Il faut choisir une race de moutons qui soit compatible avec une gestion douce. Il ne faut pas qu'à la pelle, à la bêche, on aille toucher, modifier la topographie de ces entonnoirs. Il y en a tellement peu. On est dans un paysage qui est survalorisé par rapport à d'autres. Il est survalorisé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on y prête attention. Et c'est la grande différence sur les champs de bataille entre ceux-ci, dans le Pas-de-Calais, et puis ce qu'on peut avoir dans la Meuse. En plus des sites exceptionnels, hein, où l'on voit le monument de Vimy, avec derrière les deux grands terris de Lens, hein, sur la plaine de Lens. Donc on est là devant une construction mémorielle sur un territoire finalement très petit, qui est celui de la bataille de Vimy, dont vous avez la carte en haut. La diapositive suivante nous montre au contraire ce qu'est à Verdun le passage de l'année 1904, de la situation en 1914 et 2015. Le trait rouge, là, le périmètre rouge, c'est le périmètre de la nouvelle forêt née après la guerre sur la zone rouge. Les près de 10 000 hectares dans le périmètre rouge sont liés à cette arrivée, cette domanialisation. Et dedans, vous avez les bois en vert qui sont ceux de 1914. Donc un paysage très différent. La diapositive suivante
nous montre, eh bien, c'est la comparaison entre la carte topographique d'aujourd'hui et une carte sur laquelle les forestiers commencent, l'administration d'abord, le ministère des Régions libérées puis les forestiers, commencent à tracer les catégories de zones rouges. Et l'on voit en 1923, sur cette fond de carte, près du village de Bras qui est au nord de Verdun, comment, et les petites flèches noires l'indiquent, comment les premiers traits passent pour dire, ben voilà, la zone rouge, catégorie 1 va s'arrêter là, et va séparer à gauche la catégorie 1, retour à l'agriculture, comme le montre la carte topo, et la catégorie 2, de l'autre côté, passage à la forêt domaniale. La lisière forestière, la limite forestière se constitue dès 1923. La diapositive suivante nous montre alors la période, autre séquence, 1929-1932, c'est la période de la plantation. On plante la forêt. Et pour ça, on crée d'abord des maisons forestières. La photographie date de 1929 ici. On crée 2 maisons forestières qui sont toujours présentes au même endroit, c'est les mêmes. Et puis devant, des pépinières. Des pépinières où l'on plante les en potée, où l'on fait les petits plants, des essences qui sont choisies, et en particulier des essences résineuses. L'œuvre de boisement, 8 ans, 36 millions de plants. La diapositive suivante nous montre ce qu'est la forêt de Verdun en 1970, les peuplements. La grande masse noire, ce sont des peuplements résineux. Le choix a été fait de planter des résineux sur les terres agricoles abandonnées. Et ce qui est en vert, ce sont les anciens bois feuillus existants avant 1914, qui restent des bois feuillus. En marron, c'est tout ce qui a trait au patrimoine militaire, enfin aux catégories 3 de zone rouge. La diapositive suivante nous montre un autre élément de la séquence, parce que là nous rentrons quand même dans le temps long de presque un siècle. C'est en 1974 le passage, la décision par les forestiers de passer d'une forêt résineuse, que vous avez sur le dessin, ça c'est un panneau pédagogique en forêt, il y en a plusieurs en forêt, qui explique aux visiteurs que une forêt, il y a des travaux dedans. C'est pas réservé aux sangliers, aux cerfs, aux chauves-souris et autres, mais qu'il y a des travaux forestiers. Il s'agit de les expliquer. Voilà un panneau explicatif qui montre, moi j'ai rajouté la photo dessus, pardon, là elle n'est pas dessus, là c'est en bas à droite, mais où l'on voit comment on passe d'une futée résineuse plantée en 1927-32 à une futée feuillue aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Verdun ou qui, à l'issue de cette conférence, aimeront ou auront l'envie d'aller sur Verdun, vous verrez une forêt qui est progressivement passage à des feuillus. La diapo suivante, et voilà ici 2015 les peuplements, et on voit très bien que ce qui est en gris, les résineux, ce qui était en noir tout à l'heure, a beaucoup reculé devant ce qui est en vert ou en jaune, qui sont les plantations feuillues. Cette forêt, cette première génération forestière, celle qu'ont connue les anciens combattants, et change, et le paysage change avec. La diapositive suivante nous montre, c'est une explication, c'est une analyse de ce que peut nous apporter en termes de géographie ou d'analyse de paysage une lisière. Une lisière forestière, qui est celle en bas à gauche, que je vous ai montré, c'est celle qui était sur les cartes topographiques précédentes, la voilà agrandie. C'est une limite entre la forêt et la non-forêt. Cette limite, c'est la division de la zone rouge. Ce qui est en forêt, loi de 1923, est rentré en deuxième catégorie de zone rouge, boisement, et ce qui est en agriculture est revenu en première catégorie, classé en première catégorie de zone rouge, revenu à l'agriculture. Ces classements sont administratifs et sur des bases de valeur financière des terres. Le sujet n'est pas trop là. Ce que nous montre aussi la photo, c'est que en 1923, à partir de 1929 et 1930, les forestiers font des plantations, dont voilà ici les éléments encore présents, une futée d'épicéa sur la gauche, une futée de pin noir sur la droite, l'épicéa et le pin noir étant 2 des 3 espèces privilégiées pour le boisement de ces terres, avec devant, pour les un ourlet, un petit manteau forestier là devant, entre la pinède
la Pessière et la terre agricole. Voilà comment, sur ces forêts, comme on peut le faire pour toute lisière forestière finalement, introduire la dimension trajectoire, la dimension évolutive et les facteurs de cette dimension dans la lecture d'un paysage. La diapositive suivante nous fait entrer, avec cette lisière, dans le quatrième point de cette présentation sur la dimension patrimoniale. Alors cette dimension patrimoniale, j'ai pris un premier exemple ici dans la forêt de Verdun parce que c'est le premier monument de la guerre dès 1920, c'est la photographie en bas à droite, la tranchée des baïonnettes, et vous voyez cette photo donnant l'état du champ de bataille en 1920. Et en haut à gauche, c'est la tranchée des baïonnettes, premier monument de mémoire plongé dans la forêt, inclus dans la forêt. C'est donc ici la dimension forêt mémorielle. Mais la dimension mémorielle, c'est pas uniquement le monument, c'est pas uniquement la tranchée des baïonnettes, et puis sa remise en cause historique ou mythique, presque, mais c'est aussi le cadre, c'est aussi l'environnement. Et c'est aussi le fait qu'il faut faire comprendre à des jeunes qu'autour de la tranchée des baïonnettes, on ne s'est pas battu derrière des troncs d'épicéas. Et que les troncs d'épicéas sont une autre phase, une autre étape de l'histoire, une autre étape de la trajectoire. La diapositive suivante nous font entrer dans une dimension sociétale. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu, dans cette réflexion, doit-on reboiser Verdun, des divergences nombreuses de points de vue. Des divergences qui ont été portées, par exemple, par Jacques Péricard. L'œuvre de destruction n'allait pas assez vite et l'État a imposé aux forestiers de reboiser le champ sur lequel nos camarades sont morts, etc. Et la destruction, bien, auquel répond le conservateur des sociétés de forêt de Bar-le-Duc, en disant à la zone sinistre et désertique d'aujourd'hui vont succéder d'année en année des pans grandissants de zones vertes. Bon, une autre vision de ce qui est non pas l'acte de planter, mais la vision prospective de ce que sera le paysage planté quelques décennies après. L'exemple de la tombe de Drian en est un des exemples. À gauche, la première tombe en 1917, et lorsqu'elle a été déplacée, eh bien, elle était déjà sous une végétation pas luxuriante, mais très dynamique, de petits buissons de reconstitution. Et puis, le monument de Drian sous la Pessière à droite. La diapositive suivante nous montre que des conflits se résolvent, et celui-ci qui a été très lourd, parce que Jacques Péricard, derrière Jacques Péricard, c'était toutes les associations d'anciens combattants qui s'étaient manifestés contre ceci, eh bien, un médiateur apparaît, et ce médiateur, c'est un ancien combattant et forestier. Et il a, dans les fonds Péricard, il y a une lettre où il explique, mon cher camarade, en plus ils étaient dans le même régiment, si ces lieux sacrés sont recouverts de ronces, au contraire, la région de Verdun, une fois reboisée, etc., etc. Et ce qui est passionnant dans cet échange, c'est que quelques semaines après avoir reçu cette lettre, Jacques Péricard enjoint aux associations d'anciens combattants d'arrêter de se calmer, si on peut dire, et d'arrêter d'argumenter contre le boisement du champ de bataille, mais au contraire d'accompagner ceci parce que il a la certitude, parce que cette certitude lui a été transmise par un forestier professionnel, ancien combattant, que c'est ça qu'on aurait en 2010. C'est-à-dire un espace forestier sous lequel on peut circuler, on peut avancer, on voit, et sous lequel il y a la conservation des traces. Parce que lorsque les forestiers boisent, la zone rouge a été désobusée, les cordes en surface ont été enlevées, les matériels construits, les ferrailles ont été enlevées, mais interdiction absolue par l'État de creuser. Donc tout ce qui ne dépasse pas, un tibia qui dépasse, on le sort, mais tout ce qui ne dépasse pas, on n'y touche pas. Et les forestiers sont obligés, là, de planter sans toucher. De toute façon, ils n'auraient pas eu d'argent pour le faire, pour niveler, comme on dit. Donc, la plantation se fait sans nivellement. Ce qui conduit évidemment à un paysage aujourd'hui qui est quasiment celui de la fin de la guerre.
La diapositive suivante. Le patrimoine peut se décomposer en deux types. Le grand patrimoine, par exemple ici, l'association, l'ensemble mémoriel de Douaumont, avec l'ossuaire, la nécropole, le monument musulman au fond, et puis le monument israélite qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est le grand patrimoine sur les terres appartenant au ministère, ayant appartenu au ministère des Beaux-Arts, hein, et puis ensuite ventilé, peu importe, mais hors zone forestière, hors zone du ministère de l'Agriculture. Grand patrimoine, petit patrimoine. Ce petit patrimoine, ce sont des centaines de stèles à l'intérieur de la forêt, plus ou moins bien entretenues. Voici les stèles basques, hein, le régiment basque, qui sont là, sur les lèvres d'un entonnoir. C'est aussi le seul bâtiment à vocation accueil des pèlerins, c'est l'abri des pèlerins, en bas à gauche, petit patrimoine sur le champ de bataille, et c'est les chapelles commémoratives à l'emplacement des villages qui ont disparu dans la tourmente et n'ont pas été reconstruits. La diapositive suivante, mais le patrimoine, c'est aussi un patrimoine végétal. Et ce que l'on peut très facilement, très simplement, par association d'idées, les gueules cassées végétales, qui sont encore très nombreuses. Hein, voilà ici une plateforme observatoire allemande dans des hêtres. On voit encore les barreaux pour monter à l'observatoire, on voit encore les trames, les trémies là-haut en acier de l'observatoire. Ces arbres sont très présents, encore, ils sont encore très nombreux, ils sont vieux pour beaucoup. Oui, ils ont survécu, ils avaient peut-être déjà 60, 70, 100 ans en 1914, ces arbres observatoires. Ils sont toujours vivants sur le plan écologique, sur le plan botanique. Hein, Guillaume, ils sont des lieux d'extrême richesse de biodiversité, insectes et autres. La diapositive suivante, ce territoire, périmètre hein, des 9200 hectares de la forêt, a été construit, a été dessiné sur d'anciennes terres agricoles et des terroirs. Et ces terroirs, dans un pays de petite division administrative, de communes de petite taille ou moyenne taille, étaient des villages. Alors bon, c'est bien connu, il y a 8 anciens villages hein, qui avaient des champs, etc., et des bois. Ces 8 anciens villages, ils sont notés là, en particulier en haut souligné, le finage, les limites communales d'un village qu'on va voir ensuite. La diapositive suivante. Voilà ici un croquis à partir du cadastre du village d'Aumont en 1914, donc vous avez la photo, des champs, des vignes, des prés, des bois du village qui se mettent, c'est le village rue lorrain classique, avec l'usoir, avec le fumier, avec les odeurs, avec tout ce qu'on veut. Hein, voilà, c'est le village lorrain. Celui que décrit Maurice Genevoix, qui a des pages extraordinaires, hein, les premières pages de Sous-Verdun. Quand il décrit le village lorrain, Maurice Genevoix, c'est le mien hein, qui sort de Paris. Hein. Bon, tout en étant un habitant du Val-de-Loire et sachant décrire, je vous conseille ces lectures et de ces descriptions, non pas simplement du bâti et des paysages, mais des gens qui sont derrière les fenêtres à regarder les soldats et à se dire « Ah, celui-ci, combien on va pouvoir en tirer ?» Je passe. La photographie suivante, c'est Aumont en 2015, hein, un finage entièrement boisé, sur lequel restent des pans de murs, c'est la photographie du début, hein, le pan de mur d'une ferme, la ferme d'Ormont, une autre ferme, la ferme d'Anglemont, et puis l'ancien village, là, et le tout est recouvert par la forêt. La diapositive suivante nous montre la mise en patrimoine de ces espaces villageois abandonnés. La première séquence va de 1930 à 1996. C'est un moment où, par la loi, hein, par des décisions prises au plus haut niveau de l'État, ces villages reçoivent des distinctions. Ils sont morts pour la France. À l'emplacement des églises, on installe des chapelles. Ah, ça ne s'appelle pas chapelle, ça s'appelle chapelle-abri, parce qu'il est impossible de contrevenir à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on a des chapelles-abris. Ces chapelles-abris, en voici un bel exemple sur la gauche, d'Aumont, et puis des bords, des cimetières, et puis des panneaux vanoises, c'était la grande époque des panneaux vanoises, hein, dans les années 70, en haut à droite. Voilà, ça c'est la mise en séquence, la séquence 1 de la mise en patrimoine. La seconde, elle est tout à fait différente,
hein. Et on connaît ça partout. On connaît ça dans les Flandres, dans l'Artois. C'est l'appropriation, comme disait Philippe Nivet, c'est l'individualisation ou l'appropriation individuelle de la guerre. On fait parler le soldat, on fait parler l'homme, on fait parler... Bon, c'est toute l'ouverture des archives, etc. Et là, ben, il y a un zigoto qui s'appelait Ernest d'Autun. Hein, voilà. Et sur le site de... Et zigoto, vous m'excuserez l'expression. Hein. Bon, c'est un petit peu... J'ai pas de papier, j'ai rien, donc c'est un excès de langage. Mais sur la commune d'Aumont, les archives ont permis de ressortir quelques familles assez représentatives de cette commune. Et on décrit la famille d'Ernest d'Autun, qui a été maire, etc., un notable du village. Et en plein village, vous avez ce panneau qui est destiné alors à une autre dimension de la guerre, qui est la dimension civile, la dimension du terroir, la dimension à l'échelle de l'homme et à l'échelle de ceux qui ont souffert. Vous avez aussi en haut à droite, alors là c'est encore un truc, hein, je ne sais pas si ça nous vient des chasseurs ou autres, ça sert de cible, mais ce sont des silhouettes en acier corten, où vous avez un zouave et puis un fantassin qui sont là devant un blockhaus et qui regardent le blockhaus. Eux représentent les soldats. Et en bas à gauche, un extrait, un dessin du village-rue d'Aumont et un circuit qui est un circuit culturel, un circuit touristique, un circuit de découverte donné aux visiteurs, et puis quelques éléments. Ça, c'est la mise en patrimoine. C'est depuis 1996, c'est-à-dire le 80e anniversaire, oui c'est ça, hein, le 80e anniversaire jusqu'à aujourd'hui, hein, une autre façon d'écrire la mémoire. Ce qui conduit alors à la réflexion de cette relation entre le patrimoine et l'économie mémorielle. Hein. Les touristes ne sont plus les pèlerins. Bon, ben ça c'est... il suffit d'être un peu démographe pour le savoir, quoi. Hein. Donc il n'y a plus de pèlerins. C'est une autre génération. Alors, cette autre génération, on peut la transformer en pèlerin, si on veut, on leur donne une pèlerine, mais on peut aussi leur apprendre autre chose. Pour les jeunes, c'est comme la guerre de 100 ans, constate le maire de Louvemont, Côte-du-Poivre, qui est un de ces villages détruits, et qui accueille, lui, ce maire, de très nombreuses classes. Chaque village a inventé sa propre animation. Ah, le mot animation, c'est un mot aussi, un de ces petits mots clés, il faut animer. L'animation, autant de dépenses budgétaires, contribuables, livres illustrés, site internet, future numérisation, etc. Ça, c'est tiré hein, du site du Monde, ces villages morts pour la France, site du Monde du 11 novembre 2009. La diapositive suivante, c'est la vie du maire d'un de ces villages détruits, Fleury de Vendôme. Il a ceint son écharpe hein, et il dit « J'ai un budget d'environ 22 000 € par an, 11 000 sont consacrés à la tonte de l'herbe, il faut que les trous d'obus soient le plus visibles pour les touristes qui viennent. » Et on se replace un petit peu dans le contexte de Vimy. Hein. Mais là, c'est parce que l'espace est restreint au village. On est au bord, on est dans ce village que vous voyez en bas, avec ces piquets qui sont les emplacements des maisons, hein, avec des noms, etc. Pour ceux qui connaissent Fleury ou qui ne le connaissent pas, le maire est là. D'où vient cet argent? Ben, cet argent, c'est la commune qui le reçoit, c'est les impôts fonciers payés par l'administration des eaux et forêts, hein, puisque la couverture du territoire est entièrement forestière. La diapositive suivante, c'est autre chose. Ah, c'est l'autre dimension, c'est la dimension, la dimension du patrimoine naturel. En effet, inattendu sur un champ de bataille, c'est le patrimoine naturel. La photo suivante, on va passer ici assez rapidement. La nature a repris ses droits. Alors ça, c'est la formule magique. Hein. En effet, vous avez la permanence des structures, la photographie en haut à gauche, la photographie en bas à droite. C'est quasiment le même endroit, c'est les mêmes trous, mais c'est plus la même occupation des trous, sauf que c'est de l'eau, hein, mais la végétation n'est pas la même. Mais la végétation et le milieu est tellement riche et tellement intéressant que les biologistes et les écologues, et c'est le CREN, c'est le centre de l'observatoire, le conservatoire régional des espaces naturels de la région Lorraine, qui a créé un sentier de découverte. Et le petit monde de la mare
c'est plus le crâne de l'Allemand, c'est plus la cartouchière vidée, c'est plus le sang qui flotte à la surface de l'eau, c'est des tritons, c'est des animaux, c'est des plantes, c'est le petit monde de la barre qui a une richesse, la diapositive suivante, une richesse économique. Et ces territoires deviennent des enjeux, sont des enjeux pour la biodiversité. Je prends 3 exemples protégés en Lorraine, le sonneur à ventre jaune, le triton, le grand rhinolophe. Voilà les cartes de localisation. Les sites communs, on les voit, des aires communes toutes les 3. La diapositive suivante nous montre que ces aires communes 4, vous voyez le dessin à droite, elles correspondent aux 2 grandes forêts domaniales nées après la guerre, la forêt de Verdun à droite, la forêt du Morton à gauche, et que là-dedans, on a une coïncidence tout à fait frappante et tout à fait curieuse, intrigante, entre la richesse en ces 3 espèces, présence de population d'espèces préservées, d'espèces protégées, et ces forêts de la guerre. La diapositive suivante, ces 2 forêts sont filles de la zone rouge. Elles sont donc porteuses de richesses de biodiversité, alors qu'elles n'ont pas un siècle. La diapositive suivante, les chiroptères, superbes bestioles, elles sèment les ceintures fortifiées de Verdun. Vous les voyez, les points bleus, là, tout ça, on les trouve là. Elles sont dans les fortifications. Elles aiment les ouvrages militaires. La diapositive suivante nous montre qu'elles les aiment tellement qu'il y a 4 réseaux dans le nord-est et le nord de la France, les villes fortifiées du Pré-Carré de Vauban, le système serré de rivière, les lignes de front de la Grande Guerre et la ligne Maginot, sont 3 lignes sur lesquelles sont les principaux sites de nichage, de nourrissage, etc., de vie, les habitats de ces chauves-souris. Ce sont des corridors écologiques. Et en voici un exemple, l'ouvrage fortifié de Froide Terre, qui abrite des colonies de chiroptères de grand rhinolophe. La diapositive suivante, on va peut-être passer d'où le fait, la présence de ces populations et de ces habitats a conduit, la précédente s'il vous plaît, a conduit à créer en 2001 le premier site Natura 2000 sur ce territoire. Le site Natura 2000, on le voit entouré en haut à droite, c'est le plateau de Douaumont avec son code France, 270 hectares, site qui s'appelle Corridor de la Meuse. La diapositive suivante, ils ne sont pas le seul, le rhinolophe n'est pas le seul, mais il y a aussi les amphibiens, et ces amphibiens, c'est le triton crété et c'est le sonneur à ventre jaune que vous avez là. Ils sont beaux tous les 2, ils sont protégés. Le voilà dans ces lieux où ils apparaissent, dans ces trous d'obus, l'habitat. L'habitat de ces espèces protégées, diapositive suivante, a conduit en 2010 à étendre le site Natura 2000 à l'ensemble des 2 forêts, forêt de Verdun, forêt du Morton, et on retrouve là une dimension de protection par Natura 2000 de forêt de la guerre. Ce qui conduit à l'interrogation suivante. Le patrimoine naturel conférerait-il au champ de bataille une autre sacralité? Et je me suis permis de mettre en regard des rhinolophes dans leur grotte et l'ossuaire de Douaumont avec ce que l'on a retrouvé comme ossement sur le champ de bataille et qui continue à être présent dans le champ de bataille. Autre sacralité. Mon grand-père, mes grands-pères qui ont combattu là-bas, ils verraient une diapositive comme ça leur poserait une question quand même de fond. Toujours est-il que c'est là et qu'une partie de la protection vient de ce classement. Et cela a conduit en 2013 à labelliser, dans le cadre de labellisation de l'Office national des forêts, du ministère de l'Agriculture, la forêt de Verdun qui est devenue une forêt dite d'exception, avec les vestiges 14-18, l'archéologie militaire, la biodiversité, le tourisme, les paysages et la forêt, voilà les grands thèmes, et puis sur la droite, les instructions. La diapositive suivante, on va passer assez vite. Bon, le label impose un schéma de gouvernance, vous avez un comité de pilotage qui se met en place, mais on ne va pas rentrer, vous l'aurez dans le montage, et un comité exécutif avec des commissions qui ont à traduire dans les faits, les décisions prises. Alors, thématiques, par exemple, voilà 6 thématiques.
Vestiges, archéologie, biodiversité, forêt, tourisme. Je sors la thématique 5, tourisme. À elle s'appliquent les autres thématiques, Vestiges 14, elles leur sont subordonnées, la diapositive suivante, à travers des instructions pour la thématique tourisme, accueillir sur un point central, informer, accompagner le visiteur, innover, investir. Je vous propose très rapidement quelques actions correspondant à ces répartitions dans le plan de charge de la forêt d'exception. Accueillir sur un point central, c'est ici on retrouve le centre névralgique, enfin le cœur du champ de bataille, avec le monument, avec le mémorial de Verdun et le deuxième mémorial inauguré cette année que vous avez dessous, hein, et vous voyez l'existence d'un troisième niveau qui redonne au mémorial, qui donne au mémorial une ouverture sur le champ de bataille, qui l'ouvre sur l'extérieur, hein, on voit très bien le troisième niveau en noir, en acier noir. La deuxième, gérer l'espace en matière de tourisme, c'est aussi informer sur les outils d'investigation. Autre diapo. Outils d'investigation, par exemple l'outil LIDAR. Hein, et j'accompagne un étudiant là qui fait sa thèse sur les outils LIDAR en forêt de Verdun, hein, et l'usage qu'on peut en faire. La diapositive suivante. Voilà par exemple l'analyse des permanences des structures militaires telles qu'on les trouve aujourd'hui grâce au LIDAR aujourd'hui, et puis ramenées sur cette carte topographique. La diapositive suivante, accompagner le visiteur. Allons-y, je vous en montre une. Voilà, oui, voilà ici, hein, au plus près de l'histoire, le ravin de la Dame. En haut à gauche, hein, une photographie de 2016 sur les attaques sur le ravin de la Dame. Enlever Fleury en partant du ravin des Vignes en bas. Ça ne sera pas facile, il faudra faire de l'alpinisme. Sans blague, je vous assure, de l'alpinisme, dit un camarade du 3e régiment de Zouaves. Et on les voit monter le long d'un escalier dont on voit en blanc les deux rambardes. À droite, au même endroit, hein, le sentier de découverte, hein, de l'ONF, qui n'est pas encore inauguré, le voici, hein, et qui, à travers une série d'investissement, c'est le point 7, une opération de mise en marche des marchés de l'offre. Vous avez les contributeurs, vous avez les financeurs, vous avez le projet de ces créations de sentiers de découverte mais aménagés, comme vous le voyez sur la gauche, pour redonner à la forêt de Verdun une autre, aujourd'hui, dimension historique. C'est aussi, c'était en rond, en cercle sur la dimension précédente, c'est la souscription. Hein, c'est d'autres acteurs, hein, c'est ici la Fondation du patrimoine qui a, en 1916, lancé une souscription, hein, un financement participatif sur la forêt de Verdun. La diapositive suivante nous montre à la date d'il y a 2-3 jours le montant, hein, à la souscription au 18 octobre, le montant, 81 000 € ont été récoltés, hein, par la Fondation du patrimoine à destination de ces projets de l'ONF. Je vous rappelle que des projets intéressants de la Fondation du patrimoine courent sur Amiens. Hein, vous pouvez les trouver sur le site, et en particulier, j'en discutais tout à l'heure avec le collègue Guillaume Decoq, sur ce qui deviendra le bâtiment du CAUE de la Somme, hein, 15 mai Albert Ier, et pour la réfection de la grille, la ville a reçu de la Fondation du patrimoine quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin, ça, c'est une autre question, mais c'est un des acteurs non négligeables de cette diapositive suivante. L'autre point, c'est le projet de classement, hein, de ces terres aussi dans un projet patrimoine mondial, hein, des nécropoles et cimetières de la Première Guerre mondiale. Il y en a un certain nombre sur la Somme. J'ai gardé ici celui de Verdun puisqu'on était centré là-dessus. La diapositive suivante, eh ben je vous remercie, c'est la diapositive qui vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, on a un petit moment pour un débat ou des échanges. Est-ce que certains souhaitent poser des questions? Oui, madame, si, oui. Vous avez parlé de nature. Est-ce que des oiseaux dans ces forêts de réquineux?
Alors, dans les forêts de résineux, c'est sur les franges, hein, sur les lisières. Les forêts de résineux ont toujours été, au début, oui, je ne vous dirai pas les espèces là, hein, en tête, mais le retour des oiseaux s'est fait très rapidement. Il n'a jamais d'ailleurs abandonné le territoire. Il s'est fait très rapidement parce que, de manière spontanée, hein, dès 1918, hein, dès la fin de la guerre, la végétation a regagné. Et ainsi, on a vu remonter les cortèges floristiques et animaux, et en particulier liés aux espèces granivores et aux espèces frutivores mangeant les baies ou les baies des sureaux, les baies des épineux, hein, épines noires, aubépines, etc., cornouillers sanguins, etc. Tous ces feuillus arbustifs qui ont gagné. Lorsque les résineux ont commencé à se manifester, hein, les espaces dans les massifs résineux ont perdu au fur et à mesure du montée, ont perdu leur population, une grande partie de leur population d'oiseaux. Et puis, la transformation progressive les a fait revenir. Alors, il y a, je ne pourrais pas là directement, hein, vous dire, il faudrait que je reprenne quelques notes pour vous dire les espèces qui sont présentes, quelques espèces qui sont protégées dans le cadre régional, hein, et qui sont revenues et qui sont présentes sur la forêt. Je pourrais vous le dire tout à l'heure, si vous voulez. Hein, vous donner quelques... Alors, par exemple, pour répondre à votre question, hein, la forêt accueille 75 espèces d'oiseaux nicheurs, dont 5 espèces de pics, actuellement. Hein, la bécasse des bois, lorsqu'elle n'est pas chassée, la pique grièche, etc., dont vous avez la liste ici. Hein, et puis, dans l'habitat particulier, qui est le plateau de Douaumont, qui n'a pas été reboisé, alors là, la biodiversité des oiseaux est plus grande. Vous pensez que cette expertise pourrait s'appliquer aux plages du débarquement, je pense la Pointe du Hoc? Oui. Alors, elle pourrait s'appliquer, non seulement elle pourrait, mais elle s'est appliquée. Hein, vous ne prenez pas au dépourvu, mais c'est la mémoire, là. C'est une étudiante dont j'étais au jury de thèse il y a une dizaine d'années, qui est maintenant maître de conférence à l'université de Metz, qui a travaillé sur la géomorphologie des plages et l'évolution géomorphologique des plages autour de la Pointe du Hoc après le débarquement. Et avec les disturbances, je trouve plus le mot en français, les transformations liées au débarquement, liées aux effets directs du débarquement, liées à l'arrivée du port, de l'avant-port d'Aromanches, des Mulberries, avec des modifications de courantologie, etc. Et elle a fait sa thèse là-dessus. Donc on a bien... Alors, on l'a aussi, on pourrait le trouver aussi sur le plan des habitats, hein, habitats floristiques ou faunistiques, sur les trous d'obus qui sont sur les hauts de la Pointe du Hoc. Et d'ailleurs, il y a un espace qui est je crois que c'est un ENS, hein, un espace naturel sensible, qui est sur la Pointe du Hoc. Donc, en effet, il y a des effets liés à la Deuxième Guerre mondiale. On l'a aussi, et c'est actuellement des travaux de recherche appliqués conjoints Office national des forêts et Université de Caen, dans les forêts à l'intérieur, la forêt d'Andenne par exemple, le massif d'Andenne qui est dans le parc naturel régional du Maine-Normandie, et dans la forêt d'Andenne,
il y a un secteur qui s'appelle les mares du Général, ou quelque chose comme ça, ou les mares du Cardinal, qui sont un millier de mares provoquées par les bombardements des réserves de pétrole et d'essence allemande dans la forêt d'Andenne. Hein, c'est un bombardement américain du 7 ou 8 juin, un peu plus, 1944, qui a détruit tout ça, et qui aujourd'hui fait l'objet de recherches très intéressantes sur les flores, sur les atterrissements dans les trous d'obus, sur les transformations d'un espace, les mares du Général, qui sont là, en pleine forêt d'Andenne. Donc vous voyez aussi, et qui sont liés à la Deuxième Guerre mondiale. De même qu'on en a d'autres dans les forêts qui abritaient la 16e armée, enfin bon, en Picardie. Hein. On a ici, en dehors de ce qu'on a appelé la bunker archéologie, hein, qui est cette étude des bunkers en relation avec le recul des plages, etc. On a maintenant des programmes de recherche, il y en a là. Je regarde le collègue qui est porteur d'un programme de recherche hein, qui s'appelle, rappelle-moi, Polémophore, hein, forêt polémique d'origine militaire, qui porte sur ces questions-là. Donc en effet, nous avons des zones de recherche. Mais c'est vrai aussi à Sarajevo, dans les forêts de Sarajevo, c'est vrai aussi sur d'autres secteurs du champ de bataille, ou des champs de bataille. Oui. Pourquoi la forêt Sint est décidée de passer à une forêt de feuillus? Alors, la question, pourquoi d'abord une forêt résineuse hein oui, alors la forêt feuillue, c'est parce que était considéré que les feuillus étaient plus en accord, en concordance avec des essences régionales hein, de plaine que les résineux. Alors pourquoi les résineux? Parce que, pour différentes raisons, mais l'une étant qu'en 1918, en 1917, et à la Chambre des députés, prononcer un bilan de l'état des forêts hein, en 1917, des forêts françaises. Et c'est le conservateur général, directeur des eaux et forêts, qui fait ce bilan. Et il dit que nous allons manquer certainement, à la fin de la guerre, de bois résineux. Et pour différentes raisons, mais dont l'une est, en 1917, la fermeture du courant commercial entre la Russie et l'Europe occidentale, et en particulier la France. Un des points au menu du voyage du président de la République en 1914 en Russie étant d'être assuré que l'approvisionnement en bois résineux de Riga, enfin des pins de Riga, enfin de toute le golfe de la Baltique, continuerait malgré la guerre. Mais en 17, c'est la révolution bolchevique et ça s'arrête du jour au lendemain. Donc, une des principales voies d'approvisionnement du résineux en France est Tari. Il y a ça. Bon, il y a plusieurs autres raisons. Donc, on choisit les résineux. L'autre raison aussi, c'est que les résineux, on a la preuve que sur des terrains très érodés, très fatigués, très meurtris, ils donnent d'assez bons résultats. Et ça, c'est le boisement de la RTM, le boisement des terres en montagne de la deuxième moitié du XIXe siècle, la restauration des terres en montagne. Donc on choisit le résineux. Et on impose aux forestiers quasiment les résineux. Alors, c'est le pin noir, c'est les épicéas. Alors, il y a les dommages de guerre, ça nous vient d'Autriche, etc. Bon, ça, c'est ça. Mais, on ne plante pas du résineux pur. On plante du résineux en association avec des feuillus. Mais des feuillus qui ne sont pas des feuillus destinés à devenir des feuillus exploitables. Pas de ce qu'on appelle, les forestiers appellent des essences. Ce sont des feuillus d'accompagnement. Donc le tremble, le saule, le robinier, des petits feuillus dont on dit que, lorsque les résineux seront grands, ils disparaîtront, mais au moins, année après année, ils auront apporté un peu d'humus, les feuilles se sont décomposées, etc. Bon, voilà. Mais en 1974, est prise la décision de revenir, non pas de refaire une deuxième génération de résineux quand ceux-là seront abattus ou coupés, mais de passer aux feuillus qui sont des essences plus en accord avec les conditions du milieu. Et en 1974, on commence à mettre en place
les réflexions sur les relations entre stations forestières et production forestière, les liens station-production. Et maintenant, on en est autorisé. Les essences choisies, c'est le chêne, mais surtout le hêtre. Et aujourd'hui, on sait, quasiment avec certitude, que dans 100 ans, il n'y aura plus de hêtre dans le bassin parisien. Donc, je reviens à ce que je disais, cette réflexion Giono, du programme Giono, qui est de l'introduction, dans le cadre justement de cette rénovation de la forêt de Verdun, de l'introduction des hêtres de la Sainte-Baume. Donc on continue à avoir du hêtre, mais ce sont les variétés de la Sainte-Baume, donc en milieu subméditerranéen d'ombre, mais enfin déjà des essences différentes, et on a des parcelles qui sont reboisées. On remet aussi des résineux, ce sont les pins, des Balkans, Pinus, alors j'ai plus le nom, enfin un pin des Balkans qu'on a identifié comme peut-être pouvant résister à des changements climatiques et en particulier des erratismes, enfin des situations erratiques des précipitations d'une année sur l'autre, donc résistant à des sécheresses. Donc vous voyez la jointure, et voilà, c'était une décision d'aménageur. Mais ça a entraîné la nécessité de parler avec les autres usagers, donc dans la gouvernance. C'était plus les anciens, c'était les nouveaux. Vos paysages vont changer, vont disparaître. Et je termine. On sait bien, les débats ont été très houleux sur l'introduction du résineux sur le champ de bataille. En 1927, je vous en ai donné un exemple. Et aujourd'hui, l'administration des forêts est obligée de réintroduire du résineux parce que la Vox Populi le demande. Parce que si on met que du feuillu, on aura perdu le caractère sacré de la forêt. Eh oui, les trajectoires, ça n'affecte pas que les milieux naturels, ça affecte aussi les hommes et les sociétés. Merci beaucoup. Je vous propose d'arrêter là. Nous avons une écoute dans la salle de